Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet assez incroyable, le droit de réparer son propre corps. Ça peut paraître étrange, mais c'est un vrai combat qui se joue en coulisses, une lutte pour le contrôle de la technologie qui, littéralement, nous garde en vie. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, écoutez bien cette phrase tirée de notre source. Les droits de propriété avaient supplanté le droit de respirer. C'est puissant, hein? Ça pose tout de suite le décor. On parle d'enjeux de vie ou de mort, de situations où des questions de loi ont eu des conséquences absolument dramatiques. Et ça nous amène à cette question, une question qui fait froid dans le dos en fait. Quand sauver une vie est-il un crime? On est d'accord, c'est une question qu'on ne devrait jamais avoir à se poser. Et pourtant, on va voir ensemble pourquoi elle est devenue si tristement d'actualité. Première partie donc, la bouée de sauvetage derrière un mur payant. Allez, on va plonger dans une crise très concrète qui a vraiment révélé ce problème au grand jour. Retour en 2020. En pleine pandémie, souvenez-vous, les hôpitaux sont débordés et il y a cette pénurie critique de respirateurs. Tout le monde s'en rappelle, c'était une période de tension extrême où chaque machine, chaque appareil pouvait faire la différence. Et c'est là qu'on tombe sur ce que l'on pourrait appeler le paradoxe du respirateur. Ça, c'est fou en fait. Imaginez la scène, il y a des machines vitales, des respirateurs qui sont là à ne rien faire, juste parce qu'elles ont un petit pépin, parfois un simple écran fissuré. Et juste à côté, il y a des ingénieurs biomédicaux super qualifiés, prêts à intervenir, mais rien à faire. Un mur juridique les empêche de toucher aux machines. C'est complètement dingue, non? La solution est là, mais elle est inaccessible. Alors, quel était ce mur? Eh bien, le problème, c'était le logiciel. Un logiciel propriétaire, développé par des fabricants comme Medtronic, qui verrouillait complètement l'accès aux techniciens. C'était une barrière purement numérique. En gros, un cadenas virtuel empêchait les gens compétents de faire leur travail et de sauver des vies. Bon, mais d'où vient cette loi? Comment un simple logiciel peut-il avoir autant de pouvoir? On en arrive à la deuxième partie, la loi qui verrouille le corps. Explorons un peu ce mur juridique invisible. Alors voilà la loi en question. Ça s'appelle le DMCA, section 121. C'est le Digital Millennium Copyright Act. À la base, c'est une loi américaine pensée pour protéger le copyright, genre empêcher les piratages de films ou de musique. Le problème, c'est qu'elle a eu des conséquences totalement imprévues et même dramatiques dans le secteur médical. Et voilà comment fonctionne cet engrenage, cette boucle de capture. C'est un système en 3 étapes en fait. Étape 1, un fabricant vend un appareil avec un logiciel verrouillé. Étape 2, cette fameuse loi, le DMCA, dit qu'il est illégal de modifier ce logiciel, de casser le cadenas. Et donc étape 3, le fabricant devient la seule entité qui peut légalement faire les réparations. C'est un monopole parfait qui crée une dépendance totale du client. Ce tableau montre bien la différence fondamentale. D'un côté, on a l'idée classique de la propriété. On achète un produit, on peut le réparer, le modifier, l'ouvrir, il nous appartient. De l'autre, ce nouveau modèle, l'appareil sous licence. Là, seule la réparation autorisée est permise, toute modification peut être considérée comme un crime et tout est scellé par le logiciel. On n'est plus vraiment propriétaire, on est juste un utilisateur avec une licence. Et pourquoi personne ne prend le risque de contourner la loi? Voilà la réponse. 500 000 $. C'est l'amende potentielle. Forcément, ça calme. On comprend mieux pourquoi les services juridiques des hôpitaux ont dit stop à leurs ingénieurs, même en pleine crise sanitaire. Alors évidemment, cette histoire de verrou numérique, ça ne concerne pas que les respirateurs pendant la pandémie. C'est un problème beaucoup plus large, d'où notre troisième partie, du patient à l'utilisateur sous licence. En fait, ça touche tout un tas d'appareils médicaux critiques. On parle de pompes à insuline, de pacemaker, de moniteurs de glucose en continu, de scanners pour le diagnostic. Tous ces appareils, essentiels au quotidien de millions de personnes, fonctionnent avec cette même logique de verrouillage logiciel. Et ça nous mène à une autre citation assez forte de notre document source. Revendiquer la propriété des instruments de survie, c'est redéfinir l'humanité comme un abonnement. Pensez-y une seconde. L'humanité comme un abonnement, c'est une idée qui donne le vertige, non? L'idée que notre propre survie devienne un service payant mensuel. Et c'est ça, le cœur du problème. Ce système, au final, il transforme le patient. Au lieu d'être propriétaire d'un appareil qui l'aide, il devient un simple utilisateur sous licence. Et par extension, un utilisateur sous licence de son propre corps. La relation est complètement redéfinie par un contrat. On n'est plus maître de l'appareil qui nous maintient en vie, on en est juste le locataire. Ok, le constat est assez sombre. Mais alors, que faire? Comment est-ce qu'on peut contester ce système et restaurer un peu d'autonomie? C'est notre 4e partie, le droit de se réapproprier son corps. Heureusement, il y a des gens qui se battent. Un mouvement grandit, celui du droit à la réparation. Et voici leur proposition. Faire pression pour des lois qui garantissent ce droit. Obtenir des exemptions spécifiques à la loi DMCA pour le matériel médical, et surtout exiger l'accès aux pièces détachées, aux manuels, aux logiciels de diagnostic. Certains vont même jusqu'à proposer une fabrication publique pour les médicaments essentiels.
L'idée, c'est de redonner le contrôle aux utilisateurs et aux techniciens indépendants. Parce qu'au final, le point le plus important, c'est celui-ci. Ce n'est pas juste une histoire de technologie ou de bricolage. Le droit de pouvoir réparer ce qui nous maintient en vie, c'est tout simplement une part essentielle de l'autonomie corporelle, du droit à disposer de son propre corps. On va donc terminer là-dessus avec cette question qui, je pense, résume tout. Qui possède la technologie qui nous maintient en vie ? Dans notre monde hyper-technologique, où notre survie dépend de plus en plus de ces appareils, c'est peut-être l'une des questions les plus fondamentales qu'on doit se poser aujourd'hui. Si ce sujet vous intéresse et que vous voulez creuser, toute notre analyse est basée sur le livre blanc Life, Liberty and Extortion que vous pouvez trouver sur theexecutiongap.org. C'est une lecture vraiment éclairante pour saisir tous les enjeux.